Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique. Bonjour, bonsoir. Le plateau qui se veut d'être un espace de réflexion avec mes invités. Nous posons la réflexion, nous la développons, essayons d'apporter des réponses le plus que possible, téléspectateurs de Mandé TV. L'objectif de ce plateau est d'éclairer votre lanterne. Alors, le 25 janvier 2024, les autorités de transition maliennes mettaient fin à l'accord d'Alger dénommé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015 avec les rebelles Touaregs suite à l'action violente menée contre le gouvernement central en 2012. La phase nationale du dialogue intermalien qui s'est tenue du 6 au 10 mai 2024, dernièrement à Bamako, après les phases communales et régionales. Un dialogue qui a pour objectif, téléspectateurs, je vous le rappelle ici, de restaurer la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Quelle prise en compte des jeunes lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale? Et surtout comment les jeunes peuvent être impliqués concrètement pour la paix et la réconciliation nationale sont autant de questions que nous nous posons. D'où notre réflexion du jour qui a pour thème dialogue intermalien, quelle réelle prise en compte des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale. Pour développer cette réflexion aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV, chers téléspectateurs, nous avons comme invités deux invités, pas des moindres, qui ont déjà fait un passage sur le plateau de Mandé TV. Il s'agit de monsieur Mohamed Abdellahi El-Kali. Il est sociologue, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel et il est aussi membre du du comité de pilotage du dialogue intermalien. Monsieur Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Je vais bien. Ça va? Merci beaucoup. Tout va bien? Oui, oui. Téléspectateur, notre deuxième invité est monsieur Alpha Cissé. Il est spécialiste docteur. C'est ça? Je me trompe ou pas? Bientôt. Bientôt docteur. Ah, j'ai été un peu plus en avant que les études qui se terminent pour bientôt. Il est spécialiste en gouvernance et financement du développement international. Monsieur, merci beaucoup. Cissé, merci. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue sur ce plateau. Je compte sur vous pour pousser cette réflexion aujourd'hui, comme ça a été annoncé au début. Alors, avant d'aller dans nos réflexions, tout de suite, quelle brève analyse faites-vous de la non-application de l'accord d'Alger qui s'est arrêté ou qui n'a pas pu être appliqué, on va dire, pour arriver aujourd'hui au dialogue intermalien? Oui. Alors, bonsoir Fatimata et bonsoir monsieur Alpha Sissi. Je pense que l'accord d'Alger, il faut d'abord commencer d'analyser depuis le début. Les médiateurs autour de cet accord n'étaient pas en réalité, à mon simple avis, vraiment des médiateurs, je dirais pas honnêtes, mais qui n'avaient pas autant de franchise vis-à-vis du peuple malien, qu'ils avaient d'autres calculs à côté, mais au début le peuple malien n'avait pas bien compris. Mais au fur et à mesure, par rapport après l'acquisition de l'accord, les gens ont compris qu'il y a des points où moi personnellement, je me suis posé des questions. Je fais partie de l'un des premiers analystes qui avaient dénoncé cet accord d'Alger sur les zones de la radio France Internationale. Et parce qu'il y avait des points qui étaient contraires, leur applicabilité était contraire à la constitution malienne de l'époque. Et également, les acteurs qui constituaient cet accord-là, vraiment n'étaient pas, je parle des groupes rebelles maliens, qui vraiment n'étaient pas sincères dans leur façon de faire les choses et dans leur présence au sein de cet accord. Parce que souvent, ils jouaient avec le temps tout en sabotant certains processus, souvent en demandant d'aller se voir hors du Mali, souvent en prolongeant le temps de certains débats, souvent en fermant la porte, en claquant la porte, disons, pour partir. Donc, tout cela, c'était vraiment des causes qui vraiment ont poussé cet accord à être caduc. Et l'une des causes également était que cet accord ne reflète pas les réalités socio-culturelles du Mali. Et c'était impossible d'appliquer cet accord. C'est pourquoi je me suis dit les Maliens qui ont signé cet accord doivent répondre devant le peuple malien de leurs actes. D'accord, ça c'est votre brève analyse, Alpha. Oui, je pense également que cet accord d'Alger était vraiment très caduc. C'était un accord qui
qui n'était pas du tout sérieux, qui ne prenait vraiment pas en compte, comme l'a dit M. Mohamed, les réalités de la société malienne. Donc, c'était très normal à un moment donné que si on voulait vraiment avancer, si on voulait aller vers l'essentiel, il fallait à un moment donné mettre fin à cet accord et se revoir nous-mêmes et aller vers l'essentiel en voyant vraiment les particularités de ce réel problème qui est au Mali. Pourquoi aller discuter des problèmes du Mali ailleurs? Pourquoi ne pas nous-mêmes voir les vraies assises de la réalité des choses et trouver des solutions adéquates à nos vrais problèmes? Donc moi je pense que l'accord d'Alger c'est déjà derrière nous et ça doit rester là-bas. C'est bon, c'est fini, on avance. Et moi je pense, pour juste être rapide, je pense que même le gouvernement de la transition a montré sa propre volonté pour l'application de certains points de l'accord d'Alger, ne serait-ce que le fait d'accepter de signer ici à Bamako l'intégration de 26 000 ex-combattants dans l'armée et l'administration. Mais après quelques jours, ils ont commencé à saboter en nous demandant d'aller négocier sur un terrain neutrement. Nous, on n'a rien compris. Ils avaient d'autres calculs. D'accord. L'accord, quand même, j'ai voulu revenir là-dessus parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui du dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce que on a mis fin à l'accord d'Alger et tout simplement. C'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir une petite analyse. Pourquoi la non-application, elle est indéniable. Hein. Tout le monde est sur la même longueur d'onde concernant cela. Revenons-en à notre thème. Il s'agit du dialogue intermalien. On a vu les phases au niveau communal, régional et national qui a bouclé la boucle, si on peut dire dans l'ensemble, vous qui étiez dans la commission, s'il faut faire un déroulé de toutes ces phases, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, tout d'abord, après avoir pris la décision de déclarer l'accord d'Alger caduc par le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, et il a jugé nécessaire d'ouvrir un dialogue intermalien sans interférence étrangère, sans un arbitre étranger, et que les Maliens acceptent de communiquer entre eux, d'échanger, de se dire les vraies vérités en face. Et cet accord le comité a été créé à travers un décret sous la responsabilité du leadership de l'ex-premier ministre Ousmane Oussoufy Maïga, et quand nous regardons le comité de pilotage même, ce comité était constitué de toutes les sensibilités du Mali. Ça, c'est une vérité qu'il faut reconnaître. Et secondo, ce dialogue n'a pas été comme les autres forats. Nous, au sein du comité de pilotage, on a créé d'abord, on a conçu. Il n'a pas été comme les autres fois, ça veut dire quoi? Les autres forats, je veux dire, oui, les autres forats. Les autres forats, c'était quoi? C'était des représentants des entités qui venaient échanger au nom de leur peuple. Mais cette fois-ci, nous avons dit non. Nous allons, en tant que comité de pilotage, proposer des thèmes de référence au peuple malien qui sera validé au cours d'un atelier national de validation qui a réuni des représentants des 20 régions du Mali et de la diaspora et des 3 camps de réfugiés, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie, qui ont validé et rectifié certaines incompréhensions qui existaient dans les thèmes de référence qu'on a réunis au chef de l'État. Et en ce sens, après cela qu'on a conçu les 5 groupes thématiques. Et après les groupes thématiques, on a créé aussi une commission de communication dont moi je faisais partie, donc, qui était sous le leadership de Bandjougou Dante, président de la maison de presse, et Salif Sanogo et autres. Il y avait des dames également, des jeunes. Donc je pense que on a rencontré les Maliens. Et avant de commencer le dialogue, une des particularités également, on a décidé de rencontrer toutes les couches du Mali. On a rencontré les syndicats, on a invité les partis politiques. Il y a eu le ministère de l'administration territoriale a envoyé 290 lettres d'invitation aux partis politiques. Et ceux qui sont venus, on a échangé avec eux. Il y a eu des organisations de jeunes et de femmes qu'on a échangé avec eux. Voilà un peu une des particularités de ce dialogue intermalien. Et le président de la transition l'a dit, il veut que tout le monde soit interrogé. Et il nous a demandé, instruit, de ne pas négliger qui que ce soit, en tant que Malien. D'accord. Alpha, je vais me tourner par vous, parce que je ne sais pas s'il est assez d'accord, si vous êtes aussi d'accord dans ce que Mohamed a dit sur le déroulé. En tant que jeune, vous avez beaucoup observé un peu tout ça. Est-ce que tout le monde est unanime sur le fait que les phases ont été vraiment comme il fallait? Bon, en tout cas, c'est toujours bien de dialoguer, c'est toujours bien d'appeler tout le monde à la table, d'échanger. Mais moi, je pense que on pouvait encore faire mieux. On pouvait vraiment faire mieux parce que c'est pas toute la jeunesse qui se reconnaît dans ce dialogue intermalien. Déjà, le nom veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de dialogue intermalien, il faut quand même aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est pas la première fois qu'on invite les uns et les autres au dialogue, mais en tout cas, je salue le travail. Le travail a été vraiment
ils ont mouillé le maillot. Il faut vraiment saluer le travail. Maintenant, la question n'est plus ce qui a été dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment appliquer tout ce qui a été dit? Parce que quand on regarde les différentes recommandations, on voit tout de suite que c'est tout un plan de gouvernance qui est là. Donc, il faudrait vraiment travailler sur l'applicabilité de ces recommandations. Et maintenant, le rôle de la jeunesse, est-ce que la jeunesse a été vraiment impliquée? On va y arriver. Pour l'instant, on va rester d'abord aux travaux du dialogue, les déroulés, les différentes recommandations. Ce qui est sûr, c'est que le dialogue était censé diagnostiquer les causes des conflits intracommunautaires. Mohamed, est-ce que vous pensez que tout a été réellement pris en compte avec ce dialogue? Vous savez, au sein de ce comité de pilotage, il y avait des généraux, il y avait des grands spécialistes de certaines questions sociales, il y avait aussi des anciens, des personnes âgées. Et nous, en notre sens, nous avons questionné la société malienne sans complaisance. Nous avons questionné la société malienne tout en se pensant sur des thématiques réelles. Sur la réalité, à mon avis, ces dialogues devraient juste se cadrer et s'atteler que sur la seule thématique. On a dit dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Mais nous avons compris tout de suite qu'on ne pourra jamais parler de paix et de réconciliation tant qu'il n'y a pas la question économique n'est pas résolue et de développement durable. Nous avons aussi compris qu'on ne peut pas parler de paix et réconciliation nationale tant qu'il n'y a pas la question, c'est-à-dire de l'environnement international, la géopolitique. On a également compris que ça serait impossible tant qu'on ne voit pas quelles sont les réformes institutionnelles et politiques que nous devrons mettre en place pour qu'il y ait une véritable paix et réconciliation nationale. C'est pourquoi nous avons mis ces thématiques-là en place qui ont été pilotées par des hommes et des jeunes, des femmes qui ont fait des propositions, c'est des Maliens. Mais moi, ce que je voulais souligner sur ce plateau, que les Maliens comprennent, par exemple, sur la durée de la prolongation de la durée de la transition, et comme on appelle, élever les colonels au grade de généraux, c'est pas le comité de pilotage qui avait. Non, beaucoup de gens ont dit comme ça, ont mal interprété. C'est les Maliens qui ont dit. C'est les Maliens, tout comme moi, ils sont libres de penser comme ils veulent. Avant qu'on arrive à cette discussion-là, quand même, je reviens un peu. Il s'agissait de diagnostiquer. Le diagnostic a été réellement fait. Parce qu'un diagnostic, c'est quoi? C'est important pour pouvoir apporter des remèdes. Solutions. Mais est-ce que le diagnostic a été réellement fait là où il faut poser du doigt? Poser du doigt, c'est aussi avec la suspension de l'accord d'Alger. C'est carrément une rupture de cessez-le-feu avec les belligérants. L'accord d'Alger, même si l'accord d'Alger était caduc, je ne fais pas l'avocat de l'accord d'Alger, a été caduc, mais ça relevait des points cruciaux pour la société. Alpha, vous serez d'accord avec moi ou pas? Oui, il fallait revoir à un moment donné. Les belligérants avec ça, le dialogue va les calmer ou pas? À un moment donné, il fallait voir qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'accord d'Alger. Je pense que vous avez eu le temps de le faire. Maintenant, avec l'accord d'Alger, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait encore qui soit vraiment pour la prise en compte des besoins actuels du moment de la situation? Maintenant, les uns et les autres ont été invités, chacun a dit ce qu'il pensait. Maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, l'accord d'Alger n'existe plus. On va maintenant vers le dialogue intermalien qui a fait beaucoup de propositions. Est-ce qu'on a vraiment touché le véritable problème du Mali? Est-ce qu'on a parlé vraiment de la jeunesse, de l'employabilité de la jeunesse? Est-ce qu'on a fait comprendre aux uns et aux autres que aujourd'hui l'administration malienne doit aller vers une éthique plus clairvoyante des affaires courantes de l'État? Est-ce qu'on a également parlé de la bonne gestion, de la bonne gouvernance? Ça, ce sont les questions, les véritables questions qu'il fallait se poser. Et M. Mohamed, avec nous, qui était un des piliers de la chose, est-ce que vraiment vous avez parlé de tout ça? Est-ce que vous avez de bons remèdes pour ça? Qu'est-ce que les Maliens disent? Je pense que mon frère Mata, j'ai l'impression que peut-être mon frère Cissé n'a pas encore, peut-être je ne sais pas s'il a un peu jeté un coup d'œil sur les recommandations de ce dialogue. Vous savez, nous, c'est pas nous qui avons dit ce qu'on doit faire pour la jeunesse. Non. C'est ça l'erreur que les gens doivent comprendre. Okay. C'est quoi? On a questionné la jeunesse. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui sont venus, les femmes qui sont venues nous dire nous voulons qu'on finance l'entrepreneuriat féminin. Nous voulons qu'on règle l'employabilité de la jeunesse. Nous voulons que l'administration soit numérisée, qu'on ne triche plus de l'argent, qu'on ne vole plus de l'argent. C'est les Maliens qui l'ont dit.
Nous, on n'est pas là pour parler au nom du peuple. C'est pourquoi on a fait la phase communale et le dialogue a eu lieu dans plus de 800 communes. Et il y a eu 109 délocalisés à cause de certaines légalités. 109 communes ont été délocalisées pour participer au dialogue. Ça, c'est une des phases vraiment qui est rare. On a questionné les Maliens. Ce n'est pas nous qui avons répondu à leur place. C'est les jeunes qui nous ont dit nous voulons ça. Et nous ici, c'est pour nous une opportunité aussi de voir. Pas les jeunes, je me permets de vous reprendre sur ce coup, c'est la population, mais pas les jeunes. Non, je dis non, il a posé la question spécifiquement concernant la jeunesse, c'est de ça que je parle. Moi j'ai vu des jeunes mototaximans, j'ai vu des personnes âgées, plus de 70 ans, dont je prenais leur main, les faisais monter l'escalier de la commune 6, durant toute la journée. On avait des personnes âgées qui nous disaient, on ne voulait même plus parler du Mali, mais on voit que ce dialogue est il y a une sincérité dans ce dialogue. Nous sommes venus, vous êtes nos petits enfants, nous voulons vraiment qu'un jour, que vous tapiez vos parents en disant que nous, on a fait ça pour nous. Nous avons pu faire ça pour nos fils. Et que vous aussi, vous travaillez, toi et moi, qu'on travaille pour que nos petits enfants aussi disent, voilà, ce que Souniat a fait pour ses petits-fils, nous aussi, on a pu faire quelque chose. Voilà un peu. C'est les Maliens qui ont parlé. Ce n'est pas ce comité de 160 personnes qui ont parlé. On a questionné les Maliens. Et les Maliens nous ont donné des réponses. Je pense que ces réponses-là sont claires dans ces recommandations. Pour revenir à la question d'Alpha, qu'est-ce que nous ferons de ces recommandations? C'est clair, on a dit il faut tout de suite un comité de suivi pour la mise en œuvre de ces recommandations. Nous, le peuple malien a demandé, ce n'est pas le comité de suivi, le peuple malien qui a demandé. Et également, ils ont posé la question de la mise en œuvre de ces recommandations le plus vite possible. Et je pense que quand nous écoutons le discours du chef de l'État, il a dit qu'il a engagé tous les organes de la transition à réfléchir à la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, par rapport aux recommandations, allons-y dans le fait directement. Comment vous avez pris en compte les jeunes? Oui, on a pris les jeunes en compte parce que dans le comité de pilotage, il y avait beaucoup de jeunes, même si je pense que j'étais le plus jeune, voilà un peu, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait de jeunes experts parmi nous qui ont fait des propositions au nom de la jeunesse. Et ces jeunesses aussi ont fait, quand ils sont venus, ils ont fait des propositions. Les jeunes, dans les communes, la salle était remplie de jeunes. Il y avait aussi des femmes, toutes les couches étaient présentes dans ces salles-là. Et c'est eux qu'on a été impliqués. Nous, au sein du comité de pilotage, nous sommes battus et pour qu'on écoute, c'est-à-dire la voix de la jeunesse. Et je pense très sincèrement que nos voix ont été écoutées parce que le président du comité de pilotage nous a toujours donné le temps de s'exprimer. Alors, je vais reformuler. À travers la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, qui est la première thématique, politique et institutions, économie et développement durable, aspect sécurité et défense, géopolitique et environnement, international, comment avez-vous pris en compte les jeunes dans tous ces aspects? Oui, dans l'aspect numéro 1 qui est paix et réconciliation, il y a le point 1 qui dit prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour des réfugiés et des déplacés internes. Surtout. Quand nous partons à... Faisable. Non, il faut aussi être... J'arrive. Quand nous partons dans la commune 6, les déplacés internes, il y a des jeunes bergers qui avaient des têtes, qui ont tout perdu, qui sont venus ici à Mako. Nous, on veut qu'ils retournent dans leur droit pour qu'ils continuent leur travail. C'est pris en compte. Et les déplacés internes qui sont dans les cas de Béla, il y a des jeunes de 28 ans, 35 ans, d'autres de 19 ans qui sont là. Ça concerne la jeunesse. Ce qui concerne aussi la jeunesse, c'est surtout les milices. Il y a beaucoup de milices là qui sont constituées des jeunes en général. Et quand on voit ces milices-là, les intégrer dans l'armée, c'est très important. Et c'est ex-combattants. Et également, un autre aspect qui est renforcer l'implication des jeunes et des femmes dans la prévention de la gestion des conflits. C'est très important. Voilà un peu la prise en charge de l'aspect jeune pendant ce dialogue intermalien. Ça, c'est uniquement que la phase, comme on appelle, uniquement que l'aspect, la thématique numéro 1. Quand nous regardons les réformes nationales politiques, les jeunes ont été pris en compte. Quand nous regardons les questions économiques, on a dit qu'il faut donner des opportunités aux jeunes qui veulent faire le maraîchage, qui veulent faire l'entrepreneuriat, de les soutenir, d'ouvrir un fonds pour eux. C'est des recommandations qui sont là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment une répétition? C'était connu. Il n'y a vraiment rien eu de nouveau. C'est vrai que vous allez tout de suite nous avancer comme quoi c'est les Maliens qui ont parlé, c'est pas la commission qui a parlé. Mais une commission, quand même, elle est mise en place pour pouvoir donner les grandes lignes, diriger, orienter les populations à aller vers telle discussion. Si ça devient un vrai paquet, ou je ne veux pas dire paquet, mais une accumulation sans fin, de ce qui est déjà connu, et comme M. Cissé l'a un petit peu dit, est-ce que ce n'est pas tout simplement une reprise d'une politique gouvernementale, de gouvernance d'un pays? D'une politique gouvernementale, je pense que ce sont les préoccupations du peuple malien.
Aujourd'hui, quand les gens disent que c'est des recommandations des années, oui, parce que ces recommandations des années n'ont pas été... Vous affirmez, oui. Non, j'ai dit même vous il y a des cas, il y a des exemples des recommandations qui sont dedans, qui sont semblables à celles des années, mais oui, parce que ça n'a pas été appliqué. Donc maintenant, nous aidons le chef de l'État à appliquer ces recommandations. Qu'est-ce qui est nouveau alors, en ce moment, par rapport aux années à maintenant? Ce qui est nouveau est que c'est le Malien lui-même qui a parlé, ce n'est pas le comité de pilotage qui a parlé. Oui, on est d'accord, mais qu'est-ce qui est nouveau concrètement? Je me permets de vous poser cette question parce que vous étiez au début à la fin des travaux. Ce qui est nouveau, c'est quoi? Les gens ont parlé sans complaisance. Un, de deux. Ce qui est nouveau, on a essayé de mettre les jeunes au cœur même des réformes. Et aujourd'hui, si nous regardons les réformes entreprises par le chef de l'État, son excellent colonel Assimi Goïta, moi j'ai l'impression, et avec le leadership du ministère de la Jeunesse, je pense que la jeunesse est mise en avant dans les réformes. Nous sommes au cœur des réformes qui sont en cours. Qui ont été pourtant dites dans les autres forats. Oui, qui ont été dites, mais avec un autre format. Avec un autre format. Avec un autre format de faire des jeunes, des vrais acteurs. Nous, on ne veut plus que ce n'est pas les vieux qui veulent ou qui vont nous dire faites ça. Non, nous voulons nous être les acteurs principaux. Et les principaux acteurs de notre destin. Et c'est ce que ces recommandations-là, vraiment nous sortent. D'accord. Si c'est moi, je vais vers vous. Étant jeune, évidemment, étant spécialiste en gouvernance et tout, est-ce que vous pensez que, à travers les recommandations du dialogue intermalien, vous êtes concerné, premièrement, et que la majorité des jeunes maliens sont concernés et prises en compte, et que vous voyez que les recommandations sont vraiment réalistes? Déjà, moi, je reviens un peu à ce qu'a dit mon cher Mohamed. Quand on parle de milices qui est constituée que de jeunes, pourquoi ces milices ne sont constituées que de jeunes? Parce que on n'a presque toujours pas pris en compte les vraies réalités de la jeunesse, les vraies préoccupations de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse est tentée par la rébellion? Parce que c'est une jeunesse qui est totalement abandonnée à soi. C'est une jeunesse qui n'a pas d'emploi. C'est une jeunesse qui va à l'école, qui a une connaissance mais qui ne parvient pas, qui n'a pas les moyens de s'exposer, de s'exprimer. Donc maintenant, moi sincèrement en tant que jeune, je ne me vois pas totalement dans ce dialogue intermalien, sincèrement. Et est-ce que ce dialogue est réaliste? Oui, bien sûr, le dialogue est réaliste, mais il y a de véritables questions à se poser. Est-ce qu'une transition peut vraiment suivre convenablement toutes ces belles recommandations que vous avez faites? Parce qu'il faut reconnaître quand même que les recommandations sont très belles. Et si on parvient vraiment à appliquer de la meilleure des manières toutes ces recommandations, dans 10 ans, on ne parlera plus de mauvaise gouvernance chez nous au Mali. Parce que quand même, il faut savoir qu'ils ont touché quand même beaucoup de points qui sont très essentiels. Maintenant, ma question est, est-ce que la transition pourra vraiment conduire convenablement ces recommandations, les suivre et aller vers un résultat probant? Je ne pense pas. Est-ce que le temps nous le permettra? Je ne pense pas. Parce que nous sommes devant tout un projet de société, tout un projet où c'est un véritable gouvernement qui aura la confiance de son peuple, qui pourra conduire toutes ces recommandations que vous avez posées. Maintenant, les réformes publiques et politiques, il le faut. Nous savons depuis très longtemps que ce dialogue intermalien est lié ou pas. On savait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce pays, de côté réforme politique, côté réforme institutionnelle. Maintenant, on a une nouvelle constitution. Beaucoup de belles choses se sont réalisées. Maintenant, comment les réaliser? Comment aller vers l'applicabilité de toutes ces idées? Maintenant, vraiment, moi, en tant que jeune, je pense que la jeunesse malienne ne se reconnaît pas entièrement dans ces différents travaux qu'ils ont faits, sans aucune prétention de dénigrer tous ces travaux qu'ils ont eu à réaliser. Moi, je pense que, oui, je pense qu'avec votre permission, je pense que peut-être mon cher Cissé n'a pas suivi l'actualité. Quand vous regardez, allez-y regarder le film de la phase nationale, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs salles. La salle de 1000 places, les deux salles de 200 places et quelques, et 500 places et quelques, et également, comme on appelle des tentes de 2000 places qui ont été remplies par les jeunes. C'est pourquoi quand le chef de l'État est venu dans la cour, il a demandé à ce que le véhicule s'arrête pour qu'il salue la jeunesse. Les jeunes étaient sortis. Parce que nous voyons... Mohamed, je suis obligé de vous arrêter là. On ne va pas faire tout
on va gagner du temps à ne pas aller sur la mise en place ou bien les approches un peu de cette salle. Il faudrait juste aller assez rapidement. Alpha fait savoir que lui, en tant que jeune, c'est clair que les recommandations du dialogue, il ne se reconnaît pas entièrement. Alors Alpha le dit, mais nous, on a été appelés la veille, le lendemain, par des jeunes qui détenaient des milices, qui vraiment sont dans cette situation, qui n'ont pas voulu être, qui sont des malades, des jeunes comme moi. Mais aujourd'hui, tellement qu'ils sont contents parce qu'ils ont vu qu'il y a des recommandations qui vont leur permettre de sortir de cette milice et d'être vraiment des vrais Maliens s'impliquer pour le développement de la communauté. C'est très important. Mais c'est pas nouveau parce qu'avec l'accord, il y avait aussi le désarmement de ces milices qui était prévu, le DDR. Il y avait des gens qui disaient non, il faut qu'on arrête ça parce que chaque fois que quelqu'un prend les armes, on intègre. Mais c'est des Maliens, comment on va les jeter où? Ce sont les Maliens, il faut les désarmer et les intégrer dans l'armée ou dans d'autres choses. Il faut de leur donner une vie socio-professionnelle. Ce n'est pas forcément que l'armée, on peut leur donner une vie socio-professionnelle, c'est-à-dire la resocialisation de ces ex-combattants. Ouais. Ces jeunes nous ont appelés. Mais Alpha a sa voiture, il va au bureau là, il marche bien, mais les jeunes qui sont dans ces zones rurales là, on les soucie aujourd'hui, ils se voient dans ces recommandations à 100%. Vous avez dit que les jeunes qui sont dans les zones rurales, oui. Et je sais qu'il a été fortement recommandé une décentralisation soutenue, une régionalisation soutenue. Vous pensez que les jeunes qui sont par exemple à Kidal se reconnaissent entièrement? On a eu des délégués de Kidal, des jeunes qui parlent au nom de Kidal, qui sont venus. Non, mais répondez à ma question, je pense que ce serait plus simple. Oui, ils se reconnaissent. Donc, pour vous donner une preuve palpable qu'il y avait des délégués de Douazan, de Menaka, de Kidal, de Intin, sont tous venus pour vraiment dire que ces recommandations, ils ont participé au débat. C'est eux qui ont fait des recommandations au nom de leur jeunesse. Et ils se sentent dans ça. Mais si nous, on est à Bamako, on dit que non, les jeunes, bon, c'est sa philosophie, sa compréhension. Mais je vois et j'ai compris, parce qu'on a beaucoup échangé avec des jeunes sur plusieurs fois, qui sont vraiment contents et ils ont vu une nouvelle donne à travers ce dialogue intermalien, qui les a vraiment donné le temps de répondre à leurs vraies préoccupations. Et ce n'est pas les vies qui sont venus parler à leur nom, c'est eux qui ont parlé avec eux. Ce point est quand même crucial parce que, pour ne pas répéter plusieurs fois, ce sont les jeunes qui sont embarqués par les groupes armés, les groupes terroristes. Et la grande question, pourquoi ils ont été embarqués? Oui, comment ils ont été embarqués? C'est-à-dire, vous partez sur mon terrain, qui est la déradicalisation, vous devrez comprendre qu'aujourd'hui, l'embarquement de ces jeunes n'est pas... C'est l'une des causes, on peut dire l'une des causes de l'arrivée de cette transition, parce qu'ils ont fait le coup d'État, parce qu'il y avait l'insécurité, parce que les jeunes étaient vraiment... La majorité des jeunes avaient pris des armes. Vraiment, il faut venir pour vraiment unir le Mali et désarmer les uns et les autres. Et donc, l'État avait oublié à un certain moment donné les vrais jeunes, c'est-à-dire, je parle des jeunes ruraux. Les vrais jeunes, ce sont ces jeunes ruraux qui se battent. Non, je suis désolé, mais les vrais jeunes, c'est tout le Mali. Non, c'est tout le Mali. Non, oui. je le répète, je m'assume. Les vrais jeunes, ce sont ces jeunes-là qui ne donnent pas sur la climatisation, qui sont dans les conditions extrêmement difficiles, mais qui sont avec la patrie, qui sont avec la nation, qui combattent les terroristes, qui jouent contre le complot des terroristes, qui se battent pour le développement de terroir. Ça, c'est ça que j'appelle les vrais jeunes. Mais nous, à Bamako, c'est ce qu'on ne voit pas. Moi, je ne suis pas un Donc, jeune. Ils ne sont pas des vrais jeunes, ceux de Bamako. Je ne suis pas un vrai jeune parce que je pense qu'un vrai jeune, ce sont les jeunes qui sont dans la zone rurale. Mais ne répondez toujours pas à ma question. Comment ce sera pris en compte? On sait très bien que les jeunes sont embarqués par les groupes terroristes, les groupes armés. C'est ce qui a permis de grandir en termes de volume et de donner une certaine force aux groupes rebelles qui combattaient, qui ont essayé de déstabiliser le gouvernement central de Bamako, pas plus tard qu'en 2012. Ces jeunes, on le dit, il va falloir les intégrer à l'armée. C'est pas une répétition qui se fait, ça c'est la grande question. Oui, mais concrètement. Les causes, c'est la non-employabilité des jeunes. Les jeunes n'avaient pas d'emploi, ils n'avaient pas de perspective. Si tu n'as pas de perspective, moi je ne gagne pas 100 francs par jour. Quelqu'un vient me donner 50 000 francs, va poser des mines devant l'entrée de ton Pourquoi, je ne sais pas si truc va me redire. Pourquoi dans les recommandations, il n'y avait pas, par exemple, une formulation comme il faudrait donner 1000 emplois aux jeunes? Non, on a dit favoriser l'insertion socio-professionnelle des ex-combattants, je parle des ex-combattants, et également on a dit de faciliter le financement, l'accès au financement des projets jeunes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si moi je suis à Douanza, ou je suis à Menaka, ou je suis à Kidal, j'ai un projet de maraîchage, j'ai accès au financement et au crédit. Mais les gens l'ont dit, regardez les recommandations.
C'est pour permettre aux jeunes, aujourd'hui vous avez un projet, il faut tourner dans toutes les banques te demandent une garantie. Est-ce que beaucoup de gens ont des garanties? Ils n'ont pas de titre foncier, ils n'ont même pas de véhicule, comment ils vont avoir de fonds? Mais le dialogue a demandé à l'État de créer des banques ou des microfinancements pour que vraiment les jeunes puissent avoir accès aux ressources afin qu'on puisse mettre en œuvre le projet. Quand on sait que l'État a beaucoup de difficultés, après on va revenir. Oui, vous par rapport aux jeunes. Moi, vraiment, je pense que nous sommes toujours à la phase de recommandation. Le président, il accuse bonne réception de ce merveilleux travail que vous avez fait. Maintenant, moi, je vous accorde le bénéfice du doute en attendant de voir quelle sera vraiment la suite de ces belles recommandations. Est-ce qu'elles seront bien appliquées? Est-ce que le suivi y sera? Parce que je pense que bientôt, il y aura un comité de suivi. Voilà, donc j'espère vraiment que, comme l'a dit le président de la République, lui-même en tant que jeune, il va vraiment asseoir les bases d'une jeunesse qui se trouve vraiment forte. C'est pour cela que j'aime toujours cette citation de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras ». Donc moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, cette jeunesse, dans les temps difficiles que le Mali a traversé et continue de traverser, comme vous venez vous-même de le dire, la jeunesse malienne, on a vu que tout le monde n'est pas embarqué dans la milice. Il y a quand même des jeunes qui sont là, dans des localités très difficiles, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, mais qui n'ont pas accepté d'aller vers la destruction de l'État. Donc ces jeunes vraiment méritent que aujourd'hui le pouvoir central se retourne vers eux, les rende vraiment cette bravoure qu'ils ont dégagée. Donc à un moment donné où nous sommes aujourd'hui, les moments sont durs, les temps sont durs, mais la jeunesse aujourd'hui, il faut outiller cette jeunesse. Il faut faciliter beaucoup de choses à cette jeunesse pour qu'elle soit compétitive sur le plan international et rehausser l'image du Mali. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, on a toujours désiré cette jeunesse compétitive, c'est ce que nous voulons. Et je pense mais est-ce que nous mettons les moyens pour cela? Aujourd'hui, à mon avis, c'est ce qui est aujourd'hui en cours à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport et de la Construction citoyenne, avec la formation, la création des centres de formation, c'est-à-dire renforcer les capacités des jeunes au lieu de leur donner de l'argent à juge, de faire d'autres choses. C'est ce que je vois. Et leur intégration politique, parce que là, sur les recommandations, quelque part, on dit durcir la création des partis politiques. Oui. Oui. Bon, moi, je pense que, sincèrement, je parle moi en tant que Mohamed, en tant que Malien, et chacun a sa philosophie, chacun a sa façon de comprendre les choses. C'est les Maliens qui ont proposé. Ça, ce n'est pas les non-Maliens, c'est les Maliens, tout comme vous et moi. Et ils ont proposé, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, moi, je peux me lever, j'ai de l'argent, je crée mon parti politique. Et ils ont dit, ce n'est pas uniquement durcir, couper le financement au parti politique. Surtout. Même si moi, suspendre. Voilà, mettre fin au financement des partis politiques. Moi, sincèrement, je pense que c'est une opportunité de réfléchir. Vous approuvez personnellement, parce qu'à chaque fois vous venez, moi personnellement, mais est-ce que personnellement vous approuvez? Non, moi personnellement, ma réponse c'est très claire. Hein. C'est-à-dire, je veux les financements qu'on donne aux partis politiques ont des buts. C'est de former des vrais cadres de partis politiques, c'est de former des vrais acteurs politiques, d'apporter ces financements pour que ces jeunes qui animent ces partis politiques savent qu'est-ce que la gouvernance, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont les sens de nos institutions. Si réellement l'argent qu'on donne ne va pas à ce sens, c'est l'argent du contribuable malien. Et ils ont le plein droit à un moment donné de dire arrêtez avec ça s'il vous plaît, et réfléchissez. Ça, c'est ce que vous devriez comprendre comme réponse. Mais à mon avis, le multipartisme fait partie de notre constitution. Mais aux États-Unis, il y a deux grands partis politiques, mais il y a plus de milliers de partis politiques qui se retrouvent au sein de. Mais pourquoi nous aussi au Mali, on ne réfléchit pas de faire à la malienne? C'est-à-dire, si j'ai dit à la malienne, quand Fatma accepte de prendre ma main afin qu'on construise un bloc. Et oui, le Sénégal, on l'a vu tout à l'heure aux élections, tout le monde s'est retourné derrière, comment on appelle, Diomaye Faye pour vraiment battre campagne contre Macky Sall. Donc c'est comme si quelque part cette recommandation pour vous personnellement, elle est un peu bancale. Est-ce que savez-vous que je suis un homme politique? Elle est un peu bancale, vous répondez quand même, elle est un peu bancale en ce moment. D'accord. Alpha, est-ce que vous pensez que les jeunes ont leur chance? Est-ce qu'avec cela, on n'affaiblit pas quelque part la démocratie évidemment et on ne permet pas à cette jeunesse de pouvoir accéder au pouvoir un jour? Parce que les jeunes sans emploi, avec la situation économique, avec en plus ce durcissement
de création de partis politiques, est-ce qu'on ne leur coupe pas l'herbe du pied? Sans prétendre me répéter tout de suite avec mes propos, en tout cas, très sincèrement, avec ces recommandations sur les partis politiques, moi vraiment, à un moment donné, je partage cet avis de revoir la constitution des partis politiques, surtout le côté financement. Parce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, M. Mohamed, cet argent, on ne le donne pas pour qu'ils s'habillent bien, pour qu'ils parlent bien, non, pour qu'ils soient dans les belles voitures, non, c'est pour que le cadre politique soit adéquat avec la réflexion politique que nous avons. Donc à un moment donné, si ce n'est pas le cas, il faudrait vraiment revoir la chose. Et aussi, moi je pense que, j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas besoin de faire la politique comme le font les Occidentaux. Nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes valeurs sociétales. Donc à un moment donné, il faudrait revoir vraiment les aspects de faisabilité du roi. Parce que pour un parti politique, le but de tout politicien, c'est de pouvoir un jour... exactement. Et comment arriver au pouvoir? Moi, je pense que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons failli depuis très longtemps. Parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de projet de société. Il faut juste... Le pouvoir s'achète chez nous. C'est avec l'argent de l'État aussi qu'ils le font. Donc, il faudrait vraiment outiller cette jeunesse. Il faudrait laisser cette jeunesse aller à la culture de l'excellence et aussi cette jeunesse pouvoir s'assumer avec les vraies idéologies que nous avons chez nous. Donc, on verra bien, comme je l'ai dit dans les jours à venir, si vraiment ces différentes recommandations que vous avez faites pourront vraiment à un moment donné faciliter l'accès à la bonne gestion. Oui, parce qu'il le faut. C'est pourquoi on a demandé à un moment donné le dialogue entre, c'est dans les recommandations, le dialogue entre les partis politiques, les légitimités traditionnelles et l'État malien. À chaque fois qu'il y a ces rencontres, des échanges, parce qu'une cité ne peut pas faire ça la politique. La politique n'est d'autre chose que la gestion de la cité. Mais si c'est l'argent qui est au cœur de la vie politique, vous ne pensez pas que les jeunes sont disqualifiés d'avance? On est disqualifié d'office. Quel soit le nombre de jeunes ou quel est le nombre de jeunes qui peut mobiliser 100 millions ou 45 millions? À travers quel partenaire technique et financier pour se présenter aux élections? Donc aujourd'hui, il est temps. Quand on arrive dur sûr, ce n'est pas empêcher les gens, non. Il y a la question morale, la question éthique. Qui es-tu? Comment voulez-vous être le président de la République du Mali? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel est ton passé? Nous, les Maliens ont posé toutes ces questions. C'est les Maliens lambda, des boutiquiers, des vendeurs de charbon qui sont venus nous dire ça. Non, on veut que le Malien qui va nous représenter soit un Malien digne, un Malien sincère, un patriote. Voilà, c'est pour cela qu'ils ont parlé du suscement des conditions de création des partis politiques. En tout cas, dans un pays de 20 millions d'habitants, je ne vois pas 200 partis politiques. C'est trop. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, il faudrait à un moment donné revoir. Mais la suspension des activités politiques et des acteurs politiques à un moment donné fait que, est-ce qu'on n'est pas en train de se contredire nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dribbler nous-mêmes comme on a l'habitude de l'entendre? Donc, à un moment donné, il faudrait laisser les activités politiques suivre leur cours, mais avoir l'œil attentif et voir si vraiment ça correspond à l'idée que nous voulons du Mali de demain. Moi, je ne dirais même pas laisser faire, je dirais échanger avec les politiques. C'est ça. Échanger avec eux, leur montrer les vraies perspectives du Mali actuel. Parce que les perspectives du Mali actuel, ce n'est pas les perspectives que l'année 2018 et 2020. On a de nouvelles perspectives. Et voilà, le Mali a pris une ligne directive. Et cette ligne directive-là, en aucun cas, le peuple malien ne va reculer d'un iota, d'un mètre en arrière. Nous avons le train à démarrer, nous sommes dedans. Et ceux qui veulent être dans ce train, qui viennent, le Mali est en train de partir vers une autre direction. Et les politiques et les organisations de la société civile, les hommes et les femmes, les jeunes, doivent comprendre cette philosophie. Nous n'avons plus droit à l'erreur ou au recul en arrière. Ok, on est toujours dans notre plateau pour le dialogue intermalien qui aurait pris en compte des jeux pour la paix et la réconciliation nationale. On va venir au rapprochement que pas mal de personnes ont pu faire entre les TDR et les recommandations. Ils sont en phase ou pas? Les TDR et les recommandations, je pense que la sincérité et la clairvoyance des membres du comité de pilotage était d'abord de proposer un TDR au peuple. Mais les recommandations, moi je peux poser une question à M. Alpha. J'ai dit, M. Alpha, tu iras à l'école à quelle heure demain? Alpha me donne une réponse. J'ai dit, Madame Fatmata, vous partirez à l'école à quelle heure demain? Elle a sa réponse. Donc, si ces questions ont été posées au Mali, la réalité de Kidal n'est pas celle de Tombouctou, n'est pas celle de Koulikoro, n'est pas celle de Kaï. Chacun a donné ses réponses. Et ces réponses-là sont en face, comme on appelle, en conformité avec les thèmes de référence. Mais les Maliens nous ont invités ou nous ont imposé d'autres débats, comme on appelle au cours de ces dialogues, qui vraiment n'étaient pas pris en compte dans les thèmes de référence.
telles que la question de la durée de la transition, la question des genoux, etc. C'est des réalités, il faut que les Maliens le comprennent. Et c'est des Maliens s'ils décident ainsi. Nous ne sommes que des simples observateurs. Nous avons organisé, on nous a dit, votre mission c'est de réunir des conditions favorables pour un dialogue inclusif. C'est comme si, excusez-moi Mohamed, mais j'ai l'impression que vous jetez la balle ailleurs. Vous ne voulez pas que la balle reste près de vous parce que vous dites, nous on nous a dit de juste écouter les Maliens. Mais quand on met un comité en place, on ne va pas vous dire qu'est-ce que c'est qu'un comité. Non, un comité est censé... On avait une des missions et notre mission c'est d'organiser des conditions favorables pour un dialogue, je dis bien pluriel et inclusif. Et de mener une orientation quand même. On n'a jamais eu d'orientation. Non, il n'y a pas eu d'orientation, ça serait un coup de force, comme des forats présidents où il y avait des gens qui disaient. C'est ce que je vais dire, parce que des gens ont dit non, ce comité de pilotage a voulu juste, c'est un comité inter-amis. J'ai vu des articles comme ça, inter-amis. Ou un comité inter-pro-transition. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens là qui ont dit ce qu'ils pensent. Et ils ont, comment on appelle, questionné le peuple malien, la société malienne dans sa quintessence. Et les gens ont donné leurs propres réponses. Ma réponse, la réalité de Nara, la réalité de Koulikoro ne peut pas être la même chose. Et les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, c'est des Maliens. Pourquoi vous voulez que les politiques participent et vous voulez que d'autres se taisent? Mais c'est des Maliens. Pour rappel, par rapport à l'objectif du dialogue, on dit bien restaurer la paix, la réconciliation nationale et la cohésion. L'actualité oblige de vous poser cette question. En quoi la prolongation de la transition va rentrer en compte sur la paix et la réconciliation? Les Maliens ont fait la proposition. Ils ont invité cette... Si vous l'avez mis dans les recommandations, c'est que vous pensez qu'elle est vraiment pertinente aussi. Sinon, dans les débats... Il n'y avait pas la durée de la transition dans les thèmes de référence. Oui, mais dans la recommandation. Non, mais ça ressort dans les recommandations. C'est des recommandations que les Maliens ont données. Les Maliens l'ont donné partout, dans toutes les régions, dans toutes les communes. Cette recommandation est venue. Prolonger la transition, susciter la candidature de son excellent colonel Assimi Goïta. C'est les Maliens qui l'ont dit tout comme moi. Je ne suis pas plus malin qu'eux. S'ils le disent, nous sommes obligés de les mettre dans les recommandations. C'est notre clarté quand même, notre sincérité. Et ils l'ont dit. Et ils pensent qu'aujourd'hui, pour vraiment qu'il y ait la paix demain après-demain, il faut vraiment qu'on donne le temps à la transition, c'est-à-dire de finir un peu la mission qu'elle a entamée. Ça, c'est leur propre philosophie. C'est leur façon de voir les choses. C'est des Maliens. Ça, c'est leur philosophie. Oui, c'est leur façon de voir les choses. Alpha, vous, votre analyse ou réflexion par rapport au TDR et recommandations, si on doit les deux les juxtaposer. Déjà, quand on parle de dialogue, moi je pense qu'il ne doit pas avoir de limite. Mais comme eux, ils avaient quand même un chronogramme, une idée sur les volets qu'ils voulaient aller. Mais la population les a imposé autre chose. La population a amené autre chose. Donc, est-ce que, moi, la question que je me pose en voyant tout ça, sur les TDR et les recommandations, est-ce que la population ne voyait pas au-delà, plus que eux-mêmes membres du dialogue ne voyaient? Parce que, quand on voit à un moment donné la population qui parle de la prolongation de la transition, comme l'a dit M. Mohamed, ou la population qui demande de... Moi, je n'ai rien contre... que le président de la transition soit un général, c'est mérité avec tout ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kidal, moi je pense automatiquement à Assimi Goïta. Quand on me parle de Ber, on me parle de Aguelhok. Donc vraiment, chapeau. Aujourd'hui, la sécurité d'aujourd'hui vaut mieux que la sécurité d'hier. Et j'espère que demain, ça sera encore mieux. Mais est-ce que réellement, les TDR que vous avez engagés et puis les recommandations suscitées par les uns et les autres vont en conformité? Moi, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas, parce que à un moment donné, si la population vous impose ou vous amène au-delà de ce que vous avez imposé comme cadre de travail, alors là, il n'y a pas de conformité. Non, quand nous c'est quoi? Nous sommes là pour questionner le peuple malien. C'était notre mission. Autour d'un dialogue inclusif et pluriel. Et les guider aussi à la réflexion. Non, mais les guider à la réflexion, oui, les guider à la réflexion, c'est dans les thèmes de référence, c'est les questions qui les guidaient dans la réflexion. Mais si ils pensent que non, aujourd'hui, toutes ces questions sont des questions bonnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix et la réconciliation au Mali, il faut donner un crédit, c'est-à-dire un mandat, à un moment donné, au colonel Assimi Goïta, vraiment de continuer son chemin, afin que vraiment la paix puisse revenir. Nous avons vu, moi je suis un homme de terrain, je pars à Kidal, bien avant même que l'État prenne Kidal, moi je partais à Kidal. Je partais dans toutes ces zones, je voyais des gens. Avant leur arrivée, l'armée n'était pas dans les bonnes conditions, mais ils ont venu, ils ont rééquipé l'armée, rénové, remodelé l'armée malienne. Mais comme vous venez de dire, c'est chapeau. C'est des choses que les Maliens veulent récompenser. Et ils ont compris vraiment qu'avec eux,
on peut gagner un peu de temps. Mais est-ce qu'il est là aujourd'hui? Qui sera le futur président du Mali? Est-ce que ce sera un Béni-Oui de la France? Est-ce que ce sera un Béni-Oui d'une telle autre puissance? Les Maliens ont dit, nous croyons, pour l'instant, nous croyons au colonel Assimi Goïta, il faut l'accorder un crédit pour vraiment qu'il pose les jalons. À chaque fois qu'on a des transitions, on organise des élections, on revient toujours sur la même. Mais M. Mohamed, vous ne pensez pas que la question ne se limite pas seulement à la question sécuritaire? Oui, la question sécuritaire, la question développement. On a dit, quand vous regardez les recommandations, il y a la question développement. Oui, non, mais moi je parle de... Il y a même une thématique développement, économie et développement durable, où on a questionné le Malien dans tout ça. Et même, comment on appelle, la question de l'électricité, ça a été évoqué par les Maliens. Mais ils le font. Oui, mais ça a été, les Maliens l'ont imposé. Ils disent, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de quoi que ce soit, on ne règle pas la question de... Est-ce que vous avez échangé un peu sur le cadre de vie des gouvernants? Oui, tout a été pris. Oui, le coût de l'État, c'est-à-dire diminuer, c'est dedans, on dit diminuer... Le train de vie de l'État. Ce n'est pas des recommandations, c'est les Maliens qui ont proposé et on a mis dedans. Nous sommes là, on est là dedans. Mohamed, c'est pas nouveau. Il faut se dire la vérité. Oui. Rien n'est nouveau dans ces recommandations. Je viens chaque fois sur votre plateau, vous me donnez un bidon, un demi-litre d'eau. Je dis, bon, il faut m'amener un bidon d'1,5 litre. Vous ne le faites pas. Après, demain, je recommande. Après, on dit la recommandation pousse le chef de l'État à comprendre que vraiment ça, c'est une priorité. Et il faut vraiment s'y donner. Surtout un chef d'État comme le nôtre actuel qui a mission. Qui est venu parce que la situation n'était pas bonne. Et la trajectoire que suivait le Mali n'était pas idéale pour lui. Il s'est imposé et aujourd'hui il est en mission. Moi je pense que, et comme l'a dit Madame Fadima, aujourd'hui nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans la répétition des choses. Oui, mais est-ce que si la répétition des choses, les fois passées on a fait plusieurs recommandations dans les forats, etc. Il y a des recommandations qui ont été mises en place. Il y a eu des recommandations qui sont en train d'être mises en place. Il y a eu des recommandations qui seront mises en place. Mais si nous faisons des recommandations qui n'ont pas été mises en place, ça c'est des recommandations prioritaires. Vous voyez, ces recommandations seront réparties, vous allez voir, en 3 tranches. C'est-à-dire à long terme, à court terme, et tout de suite. C'est ça, c'est toujours des recommandations seront réparties ainsi. Et vous allez voir bientôt la mise en œuvre de ces recommandations. Mais la question c'est quoi? Moi je veux que les Maliens, on a ce qui nous manque un peu, quoi. C'est-à-dire de se faire des héros. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce chef de l'État est un héros pour le Mali. Ne serait-ce que la question de Kidal. D'accord. Restons dans notre thème. Dans notre thème, il y a des réfugiés. Et parmi ces réfugiés, il y a des jeunes. Oui. Leur retour, les jeunes, les enfants qui sont parmi ces réfugiés. Oui, dans les camps de Béra. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous maîtrisez aussi la zone. Oui, on a dit, moi j'ai été à Béra plus de 6 fois. Et à travers Bashkounou et puis Béra, j'ai vu des jeunes, des Maliens qui vraiment étaient au début dans des conditions un peu défavorables, mais la transition a essayé de faire ce qu'il peut aujourd'hui. Depuis que la transition est venue, on a vu les choses ont commencé à changer. Et l'État mauritanien aujourd'hui a compris. Et ce que les gens ont demandé, qu'on facilite les retours tout de suite dans l'immédiat, comme on appelle de ces Maliens qui sont dans les camps de réfugiés de Béra, du Burkina, en Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Et parmi ces gens, je vous ai bien souligné au début de mes propos qu'il y a des jeunes qui étaient des bergers, des jeunes qui étaient des boutiquiers, des jeunes qui fabriquaient des bijoux, qui étaient des artisans, qui ont fui leur terroir pour vraiment, à cause de, comme on appelle, à cause de la pression, à cause de l'insécurité. Mais aujourd'hui, pour parler de la vraie réconciliation, ce sont ces gens-là qu'il faut les ramener dans les terroirs, pour qu'ils dorment dans les salons avant, pour qu'ils voient la nature, qu'ils voient, comme on appelle avant, qu'ils commencent à boire le lait de la chamelle le matin de bonheur. C'est ça que nous voulons, et c'est que les Maliens ont demandé. Et je pense que ça sera mis en place bientôt, comme on appelle ces recommandations. Pouvez-vous nous donner, à votre avis, parce que vous avez eu la main à la pâte, vous avez échangé avec les membres de votre commission, vous savez très bien les défis par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations-là, mais ça va être quoi le vrai défi aujourd'hui? Le vrai défi, d'abord, moi j'étais membre du comité, de la commission communication, c'est très important aussi, il faut souligner. Le vrai défi aujourd'hui, c'est quoi? C'est le défi d'abord que les Maliens se fassent confiance. Parce qu'on ne peut pas réunir des Maliens et puis il y a une partie, une grande ou une infime partie du Mali qui disent non, c'est pas bon, tout ce qu'ils ont fait, ils ont voulu arranger, c'était là uniquement pour allonger la place. Mais c'est pas bon. À un moment donné, il faut que vraiment qu'on s'abstienne, qu'on se dise la vérité, qu'on regarde nos perspectives. Et aujourd'hui, les recommandations qui doivent être mises en place, premièrement, à mon avis, c'est d'abord le retour de ces gens dans les terroirs. On a conquis déjà nos terroirs. Des réfugiés. Des réfugiés, des déplacés internes également. Okay. Quand vous partez au Grabal de Faladia, là, il y a des jeunes réfugiés là-bas, des femmes, des enfants,
des gens qui ont quitté l'école depuis 12 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là dans 10 ans? Qui seront-ils? Aujourd'hui, ils ont déjà 12 ans. Ils n'ont jamais été à l'école. Mais il faut réunir ces conditions. Voilà des choses que le chef de l'État lui-même, j'en suis sûr de certain qu'il est sensible à ces questions. Et vraiment, il faut tout faire pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Les Maliens attendent, les Maliens sont en train d'observer. Faisons-nous confiance. D'accord. Et vous, le défi, vraiment? Moi, ce que je dis, 4 ans après la transition, c'est aujourd'hui qu'on pense à faire un dialogue intermalien. Ça pose beaucoup de questions quand même. Hein? Est-ce que ce dialogue ne va pas dans le sens de la prolongation de la transition? Parce que, donc ça veut dire que, parce que toutes ces recommandations, comme je l'ai dit, elles sont très belles. Mais quand est-ce qu'on va les réaliser? Donc il faudrait faire confiance au chef de l'État qui est là, le chef de la transition. Il faudrait le faire confiance, il faut le donner le temps. Mais combien de temps? Donc, toutes les Maliens l'ont dit, les Maliens ont dit 2 à 3 ans, c'est dans les recommandations, c'est les Maliens qui l'ont dit. Ok, non, je viens. Attendez, il n'a pas terminé. Je n'ai pas encore terminé. Maintenant, 4 ans après une transition difficile, quand même tout n'est pas néfaste, il y a beaucoup de belles choses qui ont été réalisées. Comme je l'ai dit tout de suite, je ne suis pas contre la transition, mais je ne suis pas aussi d'accord avec toutes les actions de la transition. Donc si 4 ans après, c'est aujourd'hui qu'on pense à faire un dialogue intermalien, à faire de belles recommandations, donc obligatoirement on va dans le sens de la prolongation de la transition. Même si les Maliens n'avaient pas parlé de ça, ça allait exister. Parce que pourquoi faire une réflexion et je n'ai pas le temps de le réaliser? Mais et aussi, même s'il reste 10 ans, on ne pourra pas réaliser toutes ces recommandations tout de suite. Donc, nous allons sur la longue durée, sur comment on le dit, sur un deadline qui sera un prolongement de la transition. Non seulement un prolongement de la transition, mais aussi un prolongement de l'idée de ceux qui sont là. Moi, je n'ai rien contre eux. Et en tout cas, la transition, à un moment donné, il faudrait prendre de bonnes décisions et l'acte doit être posé par le premier responsable qui est le chef de l'État. À sa place aujourd'hui, je ne le suis pas, mais à sa place aujourd'hui, tout de suite après avoir reçu ces recommandations, il doit montrer le chemin et aussi montrer à tout un chacun la vision de la transition. Où est-ce qu'on va? Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait où on va, sincèrement. À un moment donné, il faudrait clarifier les choses. Il faudrait surtout communiquer. La communication a une grande défaillance dans ce pays aujourd'hui. Il faudrait communiquer, il faudrait montrer la trajectoire que la transition veut vraiment prendre dans les jours à venir. Oui, moi, je pense que l'État est une continuité. Surtout, oui. Pensez-vous sincèrement que si les colonels avaient besoin de prolonger la transition, vous allez passer par ce dialogue intermalien? La transition a été prolongée à travers un décret. Ils pouvaient prendre le même décret et prolonger la transition. Mais on a dit aux Maliens de se parler. Les Maliens ont pensé que si réellement nous voulons la paix, il faut qu'on leur donne un temps. C'est les Maliens qui l'ont dit. Et deuxièmement, ce que je veux vous dire, l'État est une continuité, ce sont des recommandations qui sont là. Ces recommandations, la transition va faire un peu. Et puis après les élections, celui qui viendra au pouvoir aussi va encore continuer ces recommandations. C'est ça le nouveau pacte social. Mais est-ce que aussi... On vient de signer un nouveau pacte social sans interférence étrangère. Et on doit être chacun digne et noble de respecter ses engagements, comme Kouroukoun a été respecté par le peuple demandé de l'époque. C'est très important. Mais est-ce que vous ne craignez pas aussi, par rapport à certains Maliens, est-ce qu'on ne va pas être à faire des dialogues, des rencontres, des forats indéfiniment? Parce qu'on est capable de finir, disons, ne même pas finir, de faire ce qui est possible de faire avec la prolongation de la transition. D'après les recommandations, c'est de 2 à 5 ans. On va aller au maximum 5 ans. Il n'y a pas le risque aussi à ce que le président mis en place après la transition se dit, oui, on a fait quelque chose, mais jusque-là, je pense qu'il faut encore appeler les Maliens à dialoguer. Ça va être indéfiniment, ces dialogues, ces orientations. Est-ce que c'est pas aussi une perte de temps? Ma sœur, quand nous sommes dans une société, on nous condamne à dialoguer. Le dialogue, c'est la colonne vertébrale de la société. Une société qui ne dialogue pas est une société qui appelle à périr. Nous allons toujours dialoguer. Même quand vous regardez ces recommandations, vous allez tout de suite trouver qu'il y a des recommandations pour dialoguer avec les partis politiques, pour dialoguer avec la société civile. C'est dedans. Vous allez voir. Donc on ne peut pas vivre dans une société et dire qu'on ne dialogue pas. Il se fait que même pas ça. Demain après-demain, le colonel peut demander enfin que les partis politiques viennent dialoguer. Et encore jeter d'autres bases. C'est-à-dire de la vitalité des partis politiques pendant la transition. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller directement aussi? Je pense que, je ne sais pas si beaucoup partageront ou pas cette idée, d'aller tout simplement dans la voie d'une bonne gouvernance. Parce que quand on regarde toutes ces recommandations,
Pour un État qui gouverne de manière normale, de manière véridique, de manière juste, n'a pas besoin sur certaines recommandations. Mais c'est ce que je viens de dire. Ce que vous venez de dire, nous, moi je suis un démocrate. D'ailleurs, mon livre s'intitule La démocratie et le terrorisme en Mauritanie. Je m'y connais dans la démocratie, un grand défenseur de la démocratie. Si pensez-vous que c'est les élections qui reflètent non, pas forcément les élections. Pas forcément les élections. Je pense que... Il suffit de faire une bonne mise en œuvre, en fait. C'est ce qu'on a demandé. Une bonne mise en œuvre, une bonne politique de gouvernance. Monsieur Mohamed, au dialogue intermalien, on a demandé en fait que ces recommandations soient mises en œuvre. Monsieur Mohamed, moi-même, je suis contre une élection qui sera bâclée. Je suis contre qu'une élection soit faite du jour au lendemain où ces mêmes personnes qui ont mis le pays à genoux reviennent au pouvoir. C'est ça. Parce que ça nous ramènera tôt ou tard à un autre coup d'État. Tôt ou tard. Parce que si on amène quelqu'un qui est partisan de ces réflexions anciennes où on vend le Mali, où on fait ce qu'on veut, le laisser aller, l'éthique n'y est pas, l'administration est défaillante, on va encore avoir un autre coup d'État. Ça c'est sûr. Comme les Maliens qui ont démarré 2 à 5 ans. Non, moi c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la transition, mais je suis pas aussi pour toutes les actions qui se posent. Moi, je pense que on peut encore revoir un peu les choses, faire ce qui est faisable, aller dans le sens du réalisme, mais surtout en faisant attention pour que les partisans d'aujourd'hui ne soient pas les ennemis de demain. Parce que ça sera très difficile de gérer avec un peuple qui est contre son clan de gouvernance, ok? Et aussi, il faut savoir une chose, l'autorité ne s'impose pas, elle s'acquiert. Et l'autorité ne vient pas d'en haut, l'autorité appartient à ceux qui confèrent le pouvoir, c'est-à-dire la population. Donc aujourd'hui, l'autorité du président Assimi Goïta est conférée par cette population qui veut encore de lui, qui veut qu'il fasse. Donc c'est à lui maintenant de prendre les bonnes décisions et donner une belle orientation à sa transition. Parce que le colonel Assimi Goïta, il a toute la chance du monde d'être l'héros. Et comme l'a été Mustafa Kemal Atatürk en Turquie, comme l'a été Mao en Chine, il peut l'être aujourd'hui pour le Mali. Mais il faudrait vraiment qu'il soit en conformité avec son idéologie et qu'il prenne en compte les aspirations de la population, comme l'a dit la recommandation de ce dialogue, comme vous venez de le dire. Mais jusqu'à où on va rester dans ce silence? Il faudrait à un moment donné prendre les bonnes décisions, communiquer avec la population malienne et embarquer toute la population avec lui. Bon, même si ce n'est pas toute la population, mais toutes les bonnes actions avec lui pour pouvoir mettre les bases d'une belle démocratie qui sera gouvernée par un président qui sera élu conformément aux aspirations du peuple malien de demain. Moi, c'est ce que je pense. Oui, c'est des vérités qui sont là, qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, moi, je sais qu'on a le temps joue contre le Mali. Et comme lui-même, il a assumé dans son discours, c'est-à-dire le monde entier est en train d'observer le Mali. Surtout. Quelle sera la fin de ce film? Et la fin de ce film appartient au peuple malien. Et ce peuple malien vient de parler à travers ce dialogue intermalien. Il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, on peut essayer de faire confiance à ces gens que le ciel les a offert le pouvoir, mais tout en les disant, moi je ne suis pas dans le groupe des gens qui critiquent uniquement sans pour autant proposer. Je ne suis pas ni pro ni anti-transition, mais je critique, je propose. C'est ce qui est demandé à la jeunesse aujourd'hui, de faire des propositions qui vont, c'est-à-dire qui vont dans le même sens que le développement de ce pays. C'est vrai, on ne peut pas durer dans la transition, c'est vrai, mais aujourd'hui on est en train d'aller d'avance. Petit à petit, les choses sont en train de bouger. Et je pense que dans quelques semaines, on verra d'autres choses. Vous savez, il se fait que ces gens-là sont pressés de faire des élections. Les gens ne savent rien. Pour couronner ce que vous venez de dire, moi j'étais à l'étranger il n'y a pas longtemps. J'ai été interpellé par un couple congolais. On était en train d'échanger. Ils m'ont demandé je viens de quel pays. J'ai dit le Mali. Mais vous savez, ils étaient tellement fiers, tellement contents de me voir. Ils me disent mais voilà le peuple, le seul peuple africain qui se bat pour le salut de l'Afrique. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Donc, en voyant tout ça, et ce n'est pas une seule fois que j'ai eu ces genres d'interprétation. Donc, en aucun cas, un Malien ne peut être contre cette transition. En aucun cas. Parce que tout Malien veut vraiment la souveraineté retrouvée et la valeur du Mali. Nous le voulons tous. Parce que nous avons quand même, il faut reconnaître aussi que nous avons fait ce que nous avons dit tout ce que tout le monde pensait bas. Nous avons mis dehors les puissances internationales que les autres ne veulent pas, mais qui n'ont pas le choix de garder. Donc aujourd'hui, il ne faut pas gâcher tout ça avec un envie de rester, mais il faudrait poser des bonnes actions avec le temps et vraiment aller vers l'essentiel. Il le faut.
Est-ce que vous ne pensez pas que le temps risque peut-être de faire défaut et que ça peut être un outil favorable pour que les jeunes, par exemple, parce que le sujet aujourd'hui, c'est les jeunes s'impatientent vraiment. Moi, à mon avis, les jeunes qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce qu'il y a jeunes, c'est ce qui fait mal aux gens, il faut dire la vérité. Il y a jeunes et jeunes. Moi, je ne suis pas pour des jeunes qui sont là uniquement dans la négativité. C'est pas bon. Il faut souvent être positif. Nous avons aujourd'hui la chance. On a vu des forats ici, il n'y avait que des vieux. Des anciens ministres, des anciens, je ne sais pas. Mais dans ces dialogues, il y avait des jeunes, nous sommes des jeunes. Mais il faut que la jeunesse accepte de prendre en main, c'est-à-dire sa propre destinée. Qu'on essaie d'être dans la danse. De continuer de suivre les réformes qui sont en cours, qu'on soit informé, qu'on s'enferme nous-mêmes, qu'on s'impose, qu'on impose aux autorités de nous écouter. Pas par la violence, hein, à travers notre éducation, à travers notre intelligence, à travers l'intellectualité. C'est très important. Mais aujourd'hui, moi, à mon avis, le temps ne fera pas défaut. Pourquoi? Parce que le peuple l'a compris. Pourquoi se précipiter? Oui, c'est vrai, les gens veulent venir au pouvoir. Mais est-ce que si aujourd'hui on fait les élections, qui est l'homme qui va gagner 50%? La question reste posée. Sincèrement, on se connaît dans ce pays. Mais s'il n'y a pas une classe politique aussi jeune qui arrive à émerger aussi, ça peut poser problème. Moi, j'ai toujours dit, je le dis, je le répète, dans un pays, on ne peut pas faire taire les politiques. Je veux vraiment qu'on donne l'opportunité aux politiques de s'exprimer. Mais que les politiques s'expriment à travers l'amour de la patrie, pas en étant, c'est-à-dire un élément qui freine le développement. Parce que freiner la transition, c'est freiner le développement du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans un port où nous voulons avancer. Et toute personne qui pose des actes qui contredit, qui est contre-vent contre ce plateau, nous, on n'est pas d'accord. Les Maliens ne sont pas du tout d'accord. Il faut écouter ce Malien qui n'a rien à voir avec les télévisions ni les radios qui sont dans leurs amours, dans les villages, dans le Mali lointain. Il faut les écouter. Ce sont ces femmes-là et ces hommes qui ont fait ces cris de cœur. Il faut écouter tous les Maliens, tout simplement. Oui, moi, je pense que personne n'est contre la transition. Bon, je ne dis pas que quelqu'un est contre, ce n'est pas mes propos. Tous ceux qui sont contre la transition ont quitté le pays. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Et personne n'est contre la transition. Tout le monde veut que ça soit bien. Parce que nous savons que l'issue du Mali est entre les mains de la transition. Oui. Nous le savons tous. Mais nous avons aussi le droit de nous exprimer, de donner notre point de vue, comme vous l'avez fait aux recommandations et au dialogue intermalien. Mais le temps. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de géopolitique où vraiment on n'a pas le temps, à perdre. Oui. Il faut aller toujours vers l'essentiel. Il faut vraiment poser les jalons d'un Mali meilleur, d'un Mali, comme vous venez de le dire, où les jeunes sont retranchés, oui, un peu très loin, mais qui ont quand même quelque chose en eux, parce qu'on a en commun ce pays. Donc maintenant, il faudrait aller dans un sens où nous tous ensemble, nous voyons vers la même direction, même si on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes visions, mais on a quand même en commun le devenir du Mali. Donc le temps joue contre nous, certes, mais je pense qu'avec des bonnes décisions bien réfléchies, le Mali pourra se relever très facilement. Oui, Monsieur, je pense que le temps va jouer contre nous sur le plateau de Mandé TV. Je vais vous demander votre mot de la fin en guise de recommandation pour une bonne mise en œuvre du dialogue intermalien, surtout l'aspect jeunesse. Alors, l'aspect jeunesse, nous l'avons dit, nous le répétons, nous voulons que les jeunes, s'il y a un comité de suivi qui sera mis en place, nous voulons que les jeunes soient représentatifs, que les jeunes soient à 90% et avec les femmes. Merci. Et les personnes âgées, nous les aimons, qu'ils soient à nos côtés, ce sont des lumières qui nous guideront. Mais nous demandons aux Maliens également de croire, de se faire confiance. Nous devons se faire confiance. Moi seul, je ne peux pas tout connaître. Toi seul, vous ne pouvez pas tout connaître. Mais il faut qu'on se fasse confiance, qu'on accepte que l'autre dirige et qu'on essaie de voir les choses ensemble. Mais qu'on contribue à la réussite de la transition, au lieu de critiquer uniquement la transition pourtant rien proposer. Merci beaucoup, Mohamed. Je rappelle qu'il est sociologue spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Il est aussi membre du CNT. Je me retourne vers comité vous. De pilotage. Comité de pilotage. Pardon. On n'en sait pas. Ah oui, peut-être.
Alpha Cissé, je reviens vers vous avec cette même approche, mot de la fin en guise de recommandation pour une bonne mise en œuvre du dialogue intermalien, des recommandations du dialogue intermalien, surtout avec l'aspect jeunesse. Déjà, moi, je commence par remercier M. Mohamed pour toutes les explications qu'il a apportées, même si nous avons un peu poussé, et sur ce beau travail qu'ils ont eu à réaliser au sein de leur comité du dialogue intermalien. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse décomplexée, une jeunesse informée, une jeunesse outillée. Cette jeunesse aujourd'hui ne doit pas être laissée à la marge, mais elle doit être impliquée avec la couche féminine. Il faudrait vraiment qu'on travaille ensemble dans le sens où c'est le Mali qui sort gagnant. La transition aujourd'hui aussi doit prendre des bonnes mesures pour que les uns et les autres puissent se décider à être avec eux. Le temps, contre nous ou pas contre nous, le Mali reste le Mali de tout le monde. Et la jeunesse aujourd'hui doit savoir que nous sommes le pilier du Mali de demain. Le Mali d'aujourd'hui, le Mali de demain, ça sera toujours le Mali de la jeunesse, le Mali d'une jeunesse vraiment forte, je vais dire. Donc moi je pense que ces recommandations seront vraiment pas comme les autres. Elles seront suivies et elles vont aboutir à une belle débouchée pour toute la jeunesse malienne et pour tout le Mali. Merci beaucoup, Alpha. Téléspectateurs de Mandé TV, il est clair que ces recommandations sont assez énormes, assez costauds, assez pertinentes. Il y a de tout, on peut dire ainsi, mais c'est surtout cette mise en œuvre, cette applicabilité, faisabilité qui compte. Il ne s'agira pas de mettre ça dans les tiroirs, il s'agit vraiment de la rendre vivante pour le bien des citoyens, pour la paix et la cohésion sociale. Ce sera mon mot en guise de conclusion. Nous avons sur ce plateau M. Mohamed Abdellahi El-Kali, il est sociologue spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Il est également membre du comité de pilotage du dialogue intermalien. Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Merci, qu'Allah vous bénisse. Merci bien. Deuxième invité, Monsieur Alpha Cissé, spécialiste en gouvernance et financement du développement international. Monsieur Cissé, merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour l'invitation et je vous souhaite bonne suite sur vos antennes. Téléspectateurs de Mandé TV, votre plateau d'aujourd'hui a pour thème dialogue intermalien. Quelle réelle prise en compte des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale. Ainsi prend fin cette réflexion du jour. On se dit à la prochaine. En attendant, restez toujours sur nos ondes et allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. À la prochaine.